Bonjour à tous, alors comme convenu, il est 17 h et je vous propose ce premier Facebook Live sur la thématique se réconcilier avec soi-même. Alors en direct ou en replay, je remercie tout le monde de prendre ce temps pour venir écouter et échanger. J'avais envie d'essayer cet outil, de pouvoir créer la connexion et puis voir un petit peu comment ça se passe, parce que je vous avoue que c'est la première fois, donc je ne le maîtrise pas très bien. Je ne le maîtrise pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc j'arrive à voir les gens qui arrivent et qui viennent participer. Très rapidement, on va discuter autour de la thématique se réconcilier avec soi-même. N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Bonjour Quentin, Jacqueline, Ingrid. Bonjour aux autres qui vont venir nous rejoindre. Au revoir à ceux qui vont repartir. Tout d'abord, je vais me présenter un petit peu par rapport à qui je suis. Moi, je m'appelle Yann Cano, je suis donc psychopraticien en vision intégrative de la santé, c'est-à-dire que je fais de l'accompagnement thérapeutique avec différents outils pour permettre d'avoir un accompagnement global et plus ou moins intégratif de la santé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement intégratif de la santé ? Eh bien, c'est tout d'abord l'idée que la grande santé, c'est pas l'absence de symptômes, mais c'est bien la capacité d'être en lien avec soi-même, ou en tout cas dans un bien-être et dans une forme d'harmonie et de sérénité avec soi-même, tout en étant en lien avec le collectif, parce qu'on est effectivement des individus, mais on vit avec les autres, et donc on vit avec un collectif. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu, très brièvement dire un petit peu les outils que j'utilise et qu'est-ce que je fais. Ensuite, je vais suivre un fil autour de la thématique de se réconcilier avec soi-même. Et si vous avez envie, le mieux c'est pour nourrir le débat, de pouvoir poser des questions. S'il y a des interrogations sur des informations que je vous donne, n'hésitez pas à les écrire pour que je puisse à un moment reprendre ce fil-là et puis créer quelque chose d'interactif, puisque l'objectif c'est bien que le direct nous permette d'être en interaction et pas simplement que je sois en train de faire une espèce de conférence tout seul pour donner de l'information sans qu'il y ait de la vie autour. Sinon, je risque et moi de m'ennuyer, et puis, vous aussi. Voilà. Donc, du coup, je fais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'accompagnement thérapeutique. Alors, en cabinet individuel, sur la Nester. Sinon, je propose aussi des ateliers en collectif sur des journées. Je propose aussi des stages en résidentiel, l'enfant intérieur, le stage sur le Graal avec l'outil de l'énéagramme. Au niveau des ateliers, il va y avoir les constellations familiales et de valeurs, il va y avoir les ateliers de reconnexion qui travaillent plutôt en énergétique et état de modifier de la conscience avec de l'hypnose hellmanienne. Et puis, je propose aussi une formation que j'ai appelée Compétences Plus, qui permet d'accompagner les thérapeutes ou les acteurs de santé qui sont en activité et qui ont besoin justement d'aller mettre à jour les fondamentaux, monter en compétences, à partir de tout ce qui va englober l'accompagnement thérapeutique, parce que on a beau avoir un outil, être parfois des bons techniciens, si on ne comprend pas le tissu ou les enjeux qu'il peut y avoir autour de l'accompagnement professionnel et thérapeutique, on ne peut pas faire un accompagnement de qualité, et c'est ce que je vais du coup proposer cette année en 2019 sur 2 sessions en 3 modules avec 8 participants par session pour garder par le petit groupe une dimension qualitative. Alors du coup, si je dois parler autour de la dimension de se réconcilier avec soi-même, je vais devoir du coup aborder l'idée du titre. Alors pourquoi ce titre ? Parce que pour moi, dans l'accompagnement thérapeutique, il n'y a pas vraiment des gens malades, il y a plutôt des gens qui sont soit en crise de vie, en crise de sens, ou en crise émotionnelle, ou qui vont avoir un problème physiologique qui vient dire quelque chose. Du coup, se réconcilier avec soi-même, ça me paraît être la base, le fondement pour tous les êtres humains. C'est pour ça qu'à la limite, entreprendre une thérapie, c'est pas forcément quand on va au plus mal ou quand on est à la limite de se pendre qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. C'est quelque chose qu'on peut faire dans une hygiène de vie, une hygiène de santé, une hygiène émotionnelle, une hygiène mentale pour mettre du sens, ou une hygiène physiologique pour aller prendre soin de soi. C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'outils, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de thérapeutes, et que l'objectif est d'aller souvent comprendre quelle est votre problématique, définir quel pourrait être le meilleur outil ou le meilleur thérapeute pour venir vous accompagner. Parfois, c'est dans la sphère médicale, classique, et puis parfois, il faut aller faire de l'accompagnement un petit peu à côté, avec des outils qui ne sont pas forcément ou validés par la dimension médicale, ou qui viennent d'émerger. Voilà. L'objectif, c'est aussi de pouvoir aller écouter votre appel intérieur et d'aller rencontrer le bon thérapeute, le bon outil pour aller mieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre ? Parce que pour moi, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous.
Et si vous allez pas bien, c'est même pas la peine d'essayer d'aller soit bien avec les autres, soit d'essayer que les autres vous fassent aller mieux, puisque ça va pas marcher. Donc du coup, eh bien, il va y avoir une nécessité à un moment d'aller prendre soin de vous. Et la vie va être super généreuse puisqu'elle va vous proposer des crises de vie ou des événements qui vont se répéter ou des problématiques émotionnelles ou des problématiques physiologiques qui vont vous obliger à un moment, eh bien, à vous arrêter, à vous faire une sorte de bilan, à vous demander ce qui va pas. C'est souvent dans les 38-42 ans qu'on va avoir la première crise de vie, ce qu'on appelle la CMV, la crise de milieu de vie, et qui va du coup vous obliger à un moment à aller voir où vous en êtes. Alors soit vous avez pris les bons axes et puis tout va bien et les 38-42 ans vont à peu près bien se passer, soit au contraire, eh bien, vous n'êtes pas du tout à jour et là ça va du coup venir secouer et ruer dans les brancards. C'est généralement à cette époque-là que je vais avoir les premiers rendez-vous, les gens viennent me voir, il y a de la souffrance accumulée, il y a la compréhension que quelque chose ne va pas, qu'on ne peut pas continuer comme ça, mais sans savoir vraiment comment faire. Et donc cette crise de vie, elle est assez chaotique puisqu'elle va nous demander eh bien, de se détacher ou de quitter certaines choses, sans savoir vraiment vers quoi se tourner et comment faire autrement. C'est là tout l'intérêt eh bien, de pouvoir aller faire un accompagnement ou d'aller voir un petit peu ce qui bug. Généralement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de grande maladie en France et dans le monde qu'on appelle la normose. Et cette normose, eh bien, c'est ce qu'on pourrait dire la nécessité ou l'obligation implicite de devoir ressembler aux autres, de faire comme les autres, de rentrer dans une espèce de norme et dans des cases qui vont satisfaire. C'est vraiment souvent la première dimension qu'on appelle socio-culturelle, où on va eh bien, répondre aux attentes explicites et implicites de notre famille, de notre clan. On va s'identifier un petit peu à toutes les valeurs qui ont été transmises, et puis on va s'identifier aussi eh bien, à notre métier, à notre salaire peut-être, ou à ce qu'on va attendre de nous dans l'apparence, dans l'image, etc., ou dans l'image sociale ou physique. Et cette dimension socio-culturelle, eh bien, il y a une nécessité, il y a une pertinence à la mettre en place puisque c'est le contexte dans lequel on a grandi avec tel parent, avec telle famille, et puis il y a un moment où eh bien, ça ne va pas nous satisfaire. C'est-à-dire que, imaginons que je sois né dans une famille de médecins, eh bien tout le monde parle le médecin, et puis je vais sentir implicitement ou explicitement qu'il faut que je travaille dans la santé ou en tant que médecin, et je vais avoir envie d'être artiste. Bon. Alors, du coup, ça va être compliqué. Je vais, dans un premier temps, sûrement faire des études. Je vais sûrement, dans un premier temps, peut-être même préparer médecine, et puis peut-être même réussir, et puis peut-être même devenir médecin. Et puis, il y a un moment donné où eh bien, l'appel de l'artiste intérieur va être plus fort, et ça va générer une grosse tension entre est-ce que je m'écoute moi, et est-ce que je vais du coup vers cette dimension artistique, ou est-ce que je continue à être médecin avec un côté aigri, ou un côté ça me plaît pas, c'est pas cool, et du coup... je vais du coup vivre une grande tension intérieure entre mon appel et ce que la norme ou ce que la société va attendre de moi ou de ce que ma famille va attendre de moi. Et c'est généralement là qu'il va y avoir cette première crise de milieu de vie où il y aura cette nécessité de revenir vers soi, et bien pour justement faire des choix non plus pour les autres mais pour soi, quitte à en mourir, puisque si je continue en tant que médecin, je vais crever parce que j'en peux plus, même si ça m'apporte de l'argent, de la sécurité, que tout le monde est content de moi et que tout le monde est fier de moi, ou est-ce que je deviens l'artiste et je me dis qu'à un certain moment j'ai sûrement du talent, que je vais sûrement gagner ma vie aussi et que je vais peut-être même mieux réussir qu'en tant que médecin. Et bien tout ça, c'est pas si simple que ça. Et quand je parle de se réconcilier avec soi-même, eh bien il va falloir un moment aller voir ce que j'ai mis de côté, ce que j'ai refoulé pendant peut-être une vingtaine d'années, pour un moment m'autoriser, eh bien effectivement, à me choisir moi, plutôt qu'à choisir eh bien, cette normose ou les attentes extérieures. Du coup, quand j'accompagne les gens, moi mon but c'est pas de les faire changer, c'est pas de leur permettre de se débarrasser de tel problème, ou de se débarrasser de telle personne, ou de les comprendre dans leur souffrance. Ça si, mais bon, c'est pas l'objectif final. Mais c'est bien de leur montrer comment ils sont uniques, comment ils ont sûrement des dons, des talents, des capacités, des compétences que les autres n'ont pas, de comment ils peuvent se relier à leur appel intérieur, et de comment aussi ils peuvent aller utiliser tout le terreau de leur histoire, tous les événements qui sont mis en place pour eux, tout ce qu'ils ont pu apprendre au fur et à mesure de leur histoire, pour aller justement en faire une ressource et utiliser cette ressource à leur service. Et c'est finalement pas si simple, parce que d'une part, c'est pas du clé en main, c'est pas du médicament, il va falloir aller voir à l'intérieur de soi, il va falloir aller voir dans les zones qu'on a protégées, dans les zones qu'on a refoulées, dans toutes les cristallisations émotionnelles, qui sont souvent assimilées à de la souffrance, bien évidemment. C'est rare qu'on vienne me voir parce qu'on est trop heureux,
ou alors il y a un truc, mais du coup, eh bien, ça demande un travail qui va effectivement, à un moment donné, puisque c'est un travail, normalement, vous apporter une récolte, vous apporter des fruits et vous permettre, eh bien, de jouir de tout ce que vous avez pu traverser ou accompli. On le retrouve un petit peu dans les grandes mythologies, quand eh bien, il y avait Charon, vous savez, qui est sur cette barque et qui va demander aux morts une pièce. C'est-à-dire qu'on a toujours, à un moment, la nécessité d'aller payer notre dû, d'aller payer quelque chose pour nous permettre d'aller traverser ce fleuve et aller de l'autre côté. Eh bien, je crois que pour aller vers la mise en conscience de soi-même et pour aller descendre à l'intérieur de nos enfers intérieurs, puisque infierno ça veut dire à l'intérieur, et c'est donc nos enfers, eh bien, il y a la nécessité de payer quelque chose. On va devoir aller voir des parties de nous qu'on a vraiment bien protégées. Et c'est là toute la difficulté. C'est du coup pour ça que quand je mets se réconcilier avec soi-même, c'est la notion de se réconcilier, c'est-à-dire de concilier à nouveau. On ne peut pas concilier quelque chose d'unique, on va toujours concilier deux choses. On est dans un monde de la dualité, il y a la gauche, la droite, le haut, le bas, il y a l'homme et la femme, il va y avoir... Enfin, tout est duel, puisqu'on est dans un monde de la polarité, de la dualité. Et donc se réconcilier, c'est aussi aller concilier deux parties de nous, l'ombre et la lumière, peut-être on pourrait les appeler comme ça, non pas pour virer l'ombre parce qu'elle me dérange, et être que lumière, et être pure lumière, et être je sais pas quoi, mais bien de pouvoir expérimenter la descente ou la mise en lumière de son ombre, pour du coup ne pas avoir besoin que ce soit la vie qu'il fasse. Parce que vous savez que lorsqu'on va mettre une valeur en lumière, on va toujours mettre sa contre-valeur dans notre ombre, et donc on va s'identifier à des valeurs eh bien, qu'on trouve super, qui nous correspondent. Mais le problème, c'est que comme on est censé accepter la polarité et donc rentrer dans une acceptation des contraires, eh bien, dans cette réconciliation, il va falloir être capable d'aller voir la valeur, qui est facile, puisque, par exemple, je pourrais prendre comme valeur le fait d'être quelqu'un de responsable, vous voyez, je suis quelqu'un de responsable, je travaille, je m'occupe de ma famille, etc., etc., ça va être facile à porter, mais dans l'autre côté, j'ai forcément la contre-valeur qui est le fait d'être irresponsable, et ça, je peux vous assurer que quand on va commencer à aller voir les gens pour voir où ils en sont au niveau de la dimension de l'irresponsabilité, bah, ça va être plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un refoulement, il va y avoir un jugement, parce que dans une famille où il y a eu beaucoup de pression pour être responsable, eh bien, de se dire qu'à un moment on a été irresponsable, c'est compliqué, et ça va non pas être la valeur le problème, mais bien le jugement qu'on va lui porter dessus. Du coup, eh bien, se réconcilier avec soi-même, c'est d'aller voir son ombre, sa lumière, ses valeurs, ses antivaleurs, et pouvoir accepter qu'on puisse avoir les deux à l'intérieur de nous. Et c'est bien là souvent le problème. Alors du coup, il y a toute une dimension dans l'accompagnement thérapeutique qui est de fait de se réconcilier, de s'aimer. C'est finalement une grande question d'amour. Alors, c'est pas de l'amour du bisounours ou de l'amour romantico-midinette, c'est vraiment l'amour dans le fait de mettre de la lumière sur ses fonctionnements, sur sa manière d'être, sur comment on s'est protégé, sur comment on a pu souffrir, et à un moment aller se réconcilier avec toutes ces parties-là de nous, pour retomber en amour de soi, finalement, puisque eh bien, l'amour de soi, c'est pas quelque chose d'égocentrique, c'est quelque chose d'égocentré. Alors, égocentré, ça veut dire je suis centré sur moi et donc je vais apprendre à m'aimer puisque je suis la personne la plus importante de ma vie. Égocentrique, ça voudrait dire que je veux que tout le monde m'aime et que tout le monde me regarde. Et c'est pas ça le but d'une thérapie. Le but d'une thérapie, c'est vraiment d'aller retomber en amour de soi. Aller voir toutes les parcelles de qui on est et de pouvoir déposer la souffrance, déposer les colères, les tristesses, les peurs, tout ce qui nous ont fait souffrir, parfois les événements traumatiques qu'on a pu vivre, pour un moment séparer la souffrance de l'événement et pouvoir utiliser l'événement comme une richesse, comme une ressource. Tiens, j'ai vécu ça, j'en ai souffert, ça a été dur, ok, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et qu'est-ce que je peux en faire ? Parce que quand je reste dans la souffrance, bien, je continue de refouler, je continue de subir un événement que je vais laisser, que je vais dépenser une énergie en fait psychique à la maintenir dans l'inconscient ou dans le subconscient. Par contre, quand je m'autorise à descendre dedans, à le retraverser, à le remettre en lumière, et bien là, du coup, je vais pouvoir non seulement
déposer la souffrance, c'est-à-dire que je vais la libérer, elle va être à l'extérieur de moi. Et je dis toujours qu'il faut, pour voir une émotion mourir, il faut la laisser vivre. Eh bien, je vais pouvoir faire vivre une émotion en la retraversant, en l'accueillant à l'intérieur. Elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir du coup être entendue, et parce qu'elle va être entendue, elle va pouvoir mourir à elle-même. Et du coup, cette énergie psychique que je mettais au service du refoulement, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser à mon service. C'est-à-dire que je vais être plus joyeux, plus en forme, je vais avoir plus confiance, et je vais pouvoir du coup m'autoriser, et du coup mettre un moteur pour mettre en avant dans ma vie, et aller vers ce vers quoi moi, je veux vraiment. De quoi moi j'ai vraiment envie, de quoi moi j'ai vraiment besoin. Et c'est pas être égocentrique que de vouloir ça, ou égoïste, c'est d'être égocentré et d'être bienveillant envers soi. Si je réponds à mes besoins, si je réponds à mes envies, eh bien je vais commencer déjà à être plus cohérent, je vais être plus structuré, et puis je vais aussi du coup être beaucoup plus heureux. Et parce que je suis heureux, je vais le rayonner, je vais être mieux dans ma peau, mieux dans ma vie, je vais sûrement mieux manger, je vais sûrement moins partir dans des addictions, moins partir dans des fuite, je vais prendre soin de moi, je vais sûrement faire tout ce qui est vertueux, qui va me permettre d'aller mieux, qui va me donner encore plus envie d'aller bien, qui va du coup donner encore plus envie aux autres d'être en ma présence, puisque je vais pas être le mec en train de dire oui, je vais pas bien, je pleure, comprenez-moi, je suis une victime, c'est trop dur, je souffre, j'en peux plus, voilà. Donc je vais arrêter de me victimiser et de m'infantiliser du coup pour devenir l'adulte irresponsable que je suis venu incarner à un certain niveau de ma vie. Hein, je suis persuadé qu'on a tous la nécessité à un moment de mettre en place des refoulements pour survivre, parce que sinon la structure égotique elle s'effondre, et si elle s'effondre et qu'on décompense et qu'on finit à l'HP, on n'a pas forcément bien géré l'outil, mais à un moment on n'a pas non plus à se complaire dedans. C'est un petit peu comme si vous aviez fait une sortie de route, vous allez généralement chercher plutôt à mettre la bagnole sur la route pour tracer, que de vous retrouver dans une ornière et puis de vous dire je vais commencer à installer mon petit coussin, mon petit plaid, je suis bien, et je vais rester là en attendant que soit quelqu'un me sauve, soit que tout le monde me plaigne en passant sur la route. Cette image qui paraît hyper évidente, c'est quasiment 90% des gens qui viennent me voir dans les premiers temps. C'est-à-dire qu'ils vont se plaindre, ça va être la faute des autres, ça va être la faute de la société, de la politique, la faute du conjoint, la faute des enfants, la faute du banquier, la faute des impôts, la faute de tout le monde, mais pas eux. Bon. Et donc du coup, ils vont ne pas se rendre compte qu'ils sont en train de rejouer quelque chose de névrotique, c'est-à-dire, tiens, j'ai eu des événements qui m'ont fait souffrir dans mon histoire, qui sont pas réglés, sont cristallisés, tiens, je vais me remettre à les rejouer un petit peu sans m'en rendre compte, je vais me mettre dans une transe névrotique, c'est-à-dire je vais me remettre dans une même situation où le fond est le même mais la forme diffère, et je vais revivre de plein fouet la souffrance dont je me suis pas occupé plus tôt, sans me rendre compte qu'il y a un lien. Et du coup le thérapeute, c'est ça, c'est le mec qui va avoir du recul, ou la femme qui va avoir du recul, excusez-moi mesdames, et qui va du coup prendre du recul pour avoir 2-3 coups d'avance sur la personne qui vient et qui est pile en train de se faire manipuler par son inconscient. Parfois même le thérapeute, c'est celui qui va manipuler le patient parce que le patient lui-même se fait manipuler par son inconscient. Vous voyez, c'est de la manipulation positive, on appelle ça. C'est le principe de jouer 3-4 coups d'avance pour contourner le facteur critique, contourner les protections que le subconscient met en place pour vous, et aller toucher là où il faut pour qu'il y ait justement une prise de conscience, un jeton qui tombe, ou une libération émotionnelle qui va faire que là, effectivement, je vais mieux. Et vous vous rendez pas compte, ou vous vous rendez compte, je ne sais le point, mais en tout cas, c'est quasiment tout le monde. On passe notre temps à projeter sur le monde tout ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur de nous. On passe notre temps à faire du transfert contre transfert. Oui, alors lui, il m'aime pas, non, mais est-ce que toi, tu t'aimes ? Ah non, mais c'est pas la question. Si, c'est la question, parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas demander aux autres de faire ce que t'es pas capable de faire pour toi-même. Et vous voyez, c'est pas si simple. Je le dis pas comme ça en consultation, je vous rassure, mais c'est pas si simple de montrer aux gens comment ils ont des manques, comment ils en ont souffert, et comment à partir de là, ils vont demander aux autres de venir remplir cette zone de manque pour aller mieux. Alors du coup, effectivement, le thérapeute, c'est celui qui, dans un premier temps, va écouter la souffrance, c'est-à-dire la dimension de la victime. Et la victime, c'est bien la partie de vous qui a souffert d'événements, de choses qui se sont mises en place et qui l'ont blessé, qui l'ont rendu triste, qui l'ont terrifié, apeuré, ou qui l'ont mis en colère, ou qui l'ont intrusé, harcelé, etc., etc.
Et puis à un moment, une fois que cette énergie-là a été déposée, eh bien de pouvoir mettre en lumière ce qui s'est joué peut-être à d'autres niveaux, en allant chercher les racines, les fondamentaux, les croyances racines, ou les événements qui datent peut-être de 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Parfois, je remonte jusqu'à des mémoires dans le ventre de maman, donc les mémoires périnatales. Donc, vous voyez, déjà, ça peut commencer très tôt. Imaginons un enfant qui n'a pas été désiré ou qui n'est pas du bon sexe. Je peux vous assurer que quand je redescends en hypnose sur ces mémoires du ventre de maman, l'information, elle est déjà passée. Alors, ça paraît évident en plus quand on sait que l'enfant, il est juste dans sa mère et qu'il est en lien plein et entier, il est fusionné complètement à l'intérieur et il reçoit l'ensemble des informations. Et bien du coup, parfois, il faut remonter jusque-là pour permettre à quelqu'un, eh bien non plus d'attendre qu'on l'aime ou qu'on l'attende ou qu'on le désire, mais bien qu'il puisse reprendre ça en main, déposer la souffrance que ça a générée, pour un moment se le redonner. Généralement, ça va générer un complexe de castration. Je suis là, je me castre, je prends pas de place, ni dans la société, ni nulle part, parce que j'étais pas désiré, pas attendu. Je vais me faire tout petit, j'attends, et j'espère que quelqu'un va me tendre la main pour me donner cette place-là, ou que d'un coup on va m'aider à m'affirmer, ou que, oulala, ou je vais pas déranger, ou excusez-moi, avec souvent une petite problématique d'interdiction à la colère, parce que déjà que j'étais pas invité ici, je vais peut-être pas en plus me mettre à gueuler. Ou avoir des envies, ou... voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est souvent très très relié. Là, je vais sûrement très très vite, mais c'est juste pour vous montrer comment eh bien, notre ombre, sur une problématique d'enfants non désirés, va se jouer à plein de niveaux. C'est des gens, clairement, qui peuvent se retrouver à pas prendre leur place dans la famille. Ils vont se faire tout petits, ils vont rester dans leur chambre. Ils vont rejouer ça à l'école. Ils vont rencontrer des élèves ou des copains qui les harcèlent ou qui viennent intruser, qui prennent la place, qui vont... voilà. Et puis, ils vont se retrouver à chaque fois ou avec le sentiment de devoir se mettre de côté, d'attendre, de ne pas avoir du mal à se positionner, à dire non, à trancher, à pas se faire intruser, que ce soit moralement, mentalement. Alors, c'est des gens qui viennent souvent avec une problématique de harcèlement au travail ou de harcèlement même dans leur couple. Ils vont être avec un bourreau qui vient taper dessus tout le temps, etc. etc. Ça va se rejouer partout. Et quand ils vont vraiment venir déposer une vraie souffrance, puisque il y a énormément d'événements qui vont venir prouver leur dire, mais ils vont pas voir qu'ils sont eux-mêmes dans l'acceptation de ça. Je dis toujours qu'il faut être deux pour faire un jeu. Si vous voulez pas jouer ça, si vous voulez pas jouer, je sais pas, si vous n'avez pas de problématique de castration ou d'intrusion ou de place, si quelqu'un commence à dire oui, vas-y, pousse-toi, vous allez dire non, je me pousse pas. Ou alors si quelqu'un vous bouscule dans la rue, c'est pas vous qui allez vous excuser. Par exemple, vous voyez, c'est des petites choses toutes bêtes, mais on va voir ce genre d'enjeu à cet endroit-là. D'ailleurs, des gens qui ont des problématiques de castration, vous les poussez, ils ont leur caddie où ils sont quelque part, vous les bousculez, si vous excusez pas, soit ils vont le faire pour vous, s'ils ont peur, soit ils vont être super vénères derrière. Ou si vous leur volez la place de parking, ils vont vous péter un câble, et on va voir qu'il y a quelque chose de trop fort. C'est un petit peu trop fort par rapport au problème. Donc du coup, eh bien, le thérapeute, c'est celui qui va avoir ce recul-là, qui va pouvoir écouter, qui va pouvoir laisser la personne déposer sa souffrance, après avec plein d'outils ou juste par l'écoute, et puis qui va petit à petit le ramener de plus en plus eh bien, dans la racine, ou le ramener en lui disant « Waouh, c'est vrai, qu'est-ce que ça doit être dur !» Et du coup, parce que la personne va être entendue et qu'elle va pouvoir vivre ou être dans un lieu où on va pouvoir l'écouter, où elle va pouvoir déposer le truc, et ben waouh, ça va lui faire du bien. Et parce que ça va lui faire du bien, et bien à un moment, c'est au thérapeute de sentir que là, tiens, on va peut-être passer au niveau 2, on va commencer à lui montrer, du coup, quelles ressources vous avez développées à partir de tous ces événements de castration. Et puis une fois qu'on lui a montré un petit peu les ressources, qu'on lui a montré auquel, en tout cas, commence à nommer, dire, oui, effectivement, du coup, j'ai appris ça, eh bien, on va pouvoir lui dire, maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Et du coup, elle va vraiment pouvoir rentrer dans cette responsabilité. Elle va vraiment pouvoir rentrer dans le principe d'en faire quelque chose d'adulte, de responsable, et elle va rentrer dans une grande autonomie. C'est-à-dire que déjà, si elle arrête de jouer le harcèlement, c'est génial. Parce que, au boulot, elle ne sera plus obligée de quitter son boulot pour en trouver un autre, ou forcément dans le boulot, dans la structure dans laquelle elle va rentrer, elle va retrouver forcément quelqu'un qui va bien sentir que cette femme ou cet homme est castrable pour rejouer ça. Donc du coup, elle n'aura plus besoin de fuir de travail en se galérant, et en se sentant de nouveau mise de côté, castrée, rejetée, pas comprise, nanana. Elle va du coup, au contraire, pouvoir rester là où elle est, prendre sa place,
poser son territoire, maintenir son respect et son intégrité, et là, génial. Elle va peut-être même pouvoir devenir force de proposition sur le fait, je sais pas, de participer à des associations contre le harcèlement, et elle va peut-être être même de super bons conseils pour dire aux gens, bah voilà, faut arrêter de faire ça, moi j'ai compris ça, j'ai vécu ça. Et vous voyez, c'est vraiment ça, le fait de se réconcilier avec soi-même, c'est de pouvoir comprendre comment la vie ne nous vaut que du bien finalement, et qu'elle nous propose des événements de vie, des rencontres, tout un tas d'opportunités de changement ou d'opportunités de compréhension pour qu'à un moment, eh bien, on puisse non seulement en faire autre chose, mais en plus peut-être l'offrir au monde. Et quand on se réconcilie avec soi-même, on rentre dans cette grande autonomie, on rentre dans cette grande responsabilité de plus se positionner en victime, mais bien d'aller vers ce côté d'accepter son histoire, de pouvoir en faire quelque chose et même d'en obtenir des ressources. Alors, je vais faire attention quand même parce que entendez bien la différence entre la victime, qui est vraiment la personne qui souffre et qui a vraiment des choses à déposer et qui doit être entendue avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, et puis la victimite, c'est-à-dire celui qui va se servir de son histoire pour dire « Ouais, mais moi, j'ai été violé, oui, mais moi, tu comprends, je me suis fait harceler à chaque fois que je suis quelque part, donc je préfère être au chômage, oui, mais moi, du coup, j'ai pas d'argent, et du coup, je souffre, et du coup, vous vous rendez compte, le monde me rejette, et non. » Bon. Là, vous voyez, on n'est plus dans la même énergie, on n'est plus dans celui qui va vraiment raconter son histoire où il a vraiment vécu quelque chose de difficile, et celui qui s'en sert comme une sorte de vampire pour que tout le monde le plaigne. Et là, du coup, on est dans quelque chose de plus égotique où finalement, eh bien, il y a un bénéfice secondaire à se retrouver en mode harcèlement. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions? Je vois... Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une question. Ah, j'ai pas vu que ça défilait, excusez-moi. Nanana, c'est différent d'une psychothérapie plus ou moins longue. D'accord. Alors, est-ce que c'est différent d'une thérapie plus ou moins longue? Bonne question, Jacqueline, merci de l'avoir posée. Eh bien, du coup, c'est pas une question de longueur. C'est pas une question de longueur, c'est une question d'hygiène. Pourquoi je dis ça? Parce que, imaginez que vous avez été prendre une douche lundi, vous n'allez pas me dire, bon, Yann, j'ai pris ma douche lundi, je suis peinard toute la semaine, on n'y revient plus, c'est ok pour moi, j'ai compris, je suis propre. Bon, voilà, je vais vous dire, ok, c'est super lundi, mardi ou mercredi, ça va commencer à être un peu moins bien, puis normalement, vous allez avoir la vie qui va être généreuse pour vous dire, à un moment, tu pues, va te laver, c'est pas possible. Ou vous allez tomber malade, ou d'un coup, vraiment, il va y avoir un souci. Bah, la thérapie, c'est la même chose. C'est pas une question de longueur, c'est une question de moments, parce qu'il y a des moments où la vie est plutôt à feu doux et tout va bien, et on sent pas le besoin d'aller mettre de la conscience, d'aller mettre du sens, et les choses se mettent en place relativement agréablement, et puis il y a des moments où la vie met un petit peu le feu vif, et là du coup, il y a plein de contraintes, je sais pas, il y a la belle-mère qui vient à la maison avec la voiture qui est cassée, l'enfant qui est malade, et puis moins d'argent, problématique au travail en même temps. Et là, vous voyez, du coup, on va sentir plus l'envie d'aller voir un thérapeute ou d'aller mettre du sens. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est non pas de faire une thérapie éclair ou de vouloir faire une thérapie médicament en disant, voilà, moi je veux que ce soit réglé en 2 séances, ou, vous voyez, comme on le fait maintenant, un petit peu hypnose, arrêter en une fois, c'est super et tout va bien. On est vraiment plutôt sur quelque chose de, j'ai une problématique, je vais voir quelqu'un, je pose un objectif thérapeutique avec lui, c'est-à-dire, ça, je veux qu'on s'en occupe, c'est-à-dire, je veux comprendre dans la dimension du mental ce qui se joue, je veux comprendre émotionnellement ce qu'il y a, voire déposer la souffrance que j'ai, je veux pouvoir à un moment en faire une ressource et vivre une forme de résilience, et à partir du moment où j'en fais une résilience, au contraire, c'est super, je suis super content d'être venu, parce que peut-être que ça m'a pris 2, 3, 10 séances, mais là, quand je repars dans ma vie, eh bien, je suis... avec une ressource complémentaire, avec en plus une réconciliation d'une grande partie de ma vie ou d'une grande partie d'un problème ou de quelque chose, et je vais pouvoir me motiver à en faire autre chose. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est important. C'est pas une question de longueur, c'est vraiment une question que, au fil de sa vie, qu'on puisse s'accompagner soi-même. Il n'y a pas besoin d'être malade, il n'y a pas besoin d'être psychotique pour aller faire une thérapie, quoi. On est en 2019, on passe plus par les sanatoriums et les HP, on a des super outils doux, ou intenses, ou percutants, ou voilà, chacun choisit ce qu'il aime, et on n'est pas là pour se dire, tiens, là j'ai un problème, je vais m'en débarrasser, ça me fait chier, bon voilà, je vais pas bien docteur, 3 médicaments, merci pour la prescription, au revoir, merci.
On n'est pas dans cette énergie-là. On est dans, ok, il se passe quelque chose, j'ai besoin d'aller y mettre du sens. Qu'est-ce qui se rejoue là pour moi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à mon enfance? Alors souvent oui. Est-ce que ça appartient aussi à un niveau transgénérationnel? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de rejoindre un truc de ma lignée familiale? Peut-être aussi, etc., etc. Et là, du coup, eh bien, c'est génial parce que non seulement vous allez accueillir quelque chose, mais vous allez le transcender. C'est-à-dire que de quelque chose qui vous a fait souffrir, vous allez pouvoir en faire une ressource. Et donc, on retombe en amour de soi, parce que d'un coup, on se dit « Waouh, cette partie-là que je détestais de moi ou que je refoulais, oh, putain, en fait, elle est belle, hein. Il y a quelque chose, il y a une beauté à l'intérieur de moi que j'avais pas vue, où il y a une ombre qui devient une lumière, et par la prise de conscience ou par la mise en lumière de quelque chose qui était caché, eh bien, j'obtiens des nouvelles informations, j'obtiens une nouvelle conscience, et par cette conscience, je vais pouvoir mettre un nouveau regard, une nouvelle vision sur le monde. » Et vous savez, des fois c'est hyper important parce que là je parle d'enjeux classiques, mais par exemple dans le couple. Mais dans le couple, si vous vous rendiez compte de la dimension de projection oedipienne qu'on peut faire sur l'autre, alors là, merci, hein. Merci la vie. Déjà parce que on se rend compte qu'on tombe amoureux vraiment dans une transe névrotique, c'est-à-dire que pour un homme, eh ben, on va retomber amoureux d'une femme qui va nous permettre de régler, de régler les problèmes qu'on n'a pas réglés avec maman, et puis pour une femme de tomber amoureux d'un homme pour régler les problèmes avec papa qu'on n'a pas réglés. Alors ça c'est génial, mais en plus ça va vraiment nous faire bosser, quoi. Et si on est tout seul, vous inquiétez pas, le dip vibratoire, on va le rejouer avec le patron, avec la patronne, avec le banquier, avec plein de gens. Et donc du coup, on comprend, quand on comprend la dimension de comment on projette sur le monde ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur de soi, bah, que la vie déjà c'est le plus grand des thérapeutes, il est magnifique, et qu'en plus, on est par nécessité obligé d'évoluer. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire ouais du coup j'hésite, je vais voir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute façon la vie va venir nous pressuriser, va venir nous ramener dans nos retranchements et va venir nous ramener dans tout ce qui est pas réglé. Et donc du coup la question c'est de savoir, tiens, est-ce qu'à un moment je vais entreprendre une thérapie avec quelqu'un et dans un lieu bienveillant, sécurisé, mettre du sens, déposer ma souffrance et repartir dans ma vie, sortir de mon ornière et du coup ne pas avoir besoin que la vie vienne me mettre une grosse claque dans la gueule pour comprendre l'information, ou est-ce que je laisse justement la vie en me disant non, moi j'en ai pas besoin, je suis pas fou, je suis stable, équilibré dans la normose et je suis dans la norme, tout va bien pour moi, merci, au revoir, et attendre qu'à un moment la vie vous amène un truc à la hauteur du déni, vous voyez, ça va plutôt se jouer comme ça. Donc du coup, la réconciliation avec soi-même, non seulement elle est belle parce que vous allez en tirer un bénéfice, mais en plus elle va vous permettre de passer à des niveaux supérieurs de vie. Non pas que c'est mieux d'être en haut qu'en bas, c'est pas une question de hauteur ni de longueur, vous voyez, hein, les hommes vous le savez, c'est pas une question de longueur ou de hauteur, c'est vraiment une question de conscience. Et quand je commence à utiliser mon énergie, non pas au service de mon refoulement, mais au service de moi-même, dans le fait d'aller à la rencontre de moi pour retomber en amour, eh bien je vais commencer à répondre à l'appel. En répondant à l'appel, je vais commencer à mettre mon énergie au service d'une évolution vertueuse, positive, qui me correspond vraiment. Et là, quand les portes vont commencer à s'ouvrir parce que j'y vois plus clair, parce que je suis plus structuré, parce que je suis plus solide, parce que je sais plus ce que je veux et que j'ai mieux compris mes enjeux de vie par rapport à mon histoire et à ce que moi j'ai envie d'en faire, eh bien je vais pouvoir entrer dans la version la plus grandiose de ma vie, hein, avec l'humilité en plus, parce que je vais pas être obligé de me la péter ou de me prendre pour je sais pas qui, avec à l'intérieur une dimension d'un enfant intérieur qui tremble, qui a peur et qui a besoin d'être aimé, d'être grand, d'être fort, d'être beau, d'être je sais pas quoi, ou riche pour être aimé, mais bien dans une force tranquille, d'être vraiment dans une structure solide, avec en même temps quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc du coup, vous voyez, il y a vraiment un moment, on ne peut que y gagner. Maintenant, effectivement, si vous voulez ça en une séance ou deux, parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que ça coûte cher quand même, parce que pourquoi moi je le fais, les autres le font pas, et les autres ils ont l'air heureux et pas moi, alors effectivement là il va y avoir tout un tas de questionnements à aller voir, parce que on le fait pas pour les autres, on le fait pas pour être meilleur, on le fait pas pour se débarrasser définitivement de quelque chose, on le fait parce qu'il y a une nécessité d'aller voir tout ce qu'on a cristallisé encore à l'intérieur de nous, tout ce qui n'est pas réglé, et tout ce qui va du coup se reproduire comme si vous n'aviez pas réussi votre contrôle à l'école et qu'on allait vous remettre une interro demain, et vous allez simplement avoir le même fond dans votre vie, et puis on va vous mettre plein d'autres formes. Imaginez une petite mémoire d'abandon pour une femme,
abandonnée par son père quand elle était petite, enfin, qu'il l'a perçue comme ça en tout cas, ah ben je peux vous assurer qu'elle va rencontrer des hommes abandonnants. Voire même, elle va même à un moment se retrouver toute seule en disant « Oh là, moi je suis mieux toute seule parce que les hommes, tous des cons. » Ou ils abandonnent les femmes, voilà. Et la personne va vraiment croire qu'elle a raison. Alors effectivement, d'une certaine manière, elle va avoir raison, puisqu'elle va être dans la répétition d'un schéma cristallisé, comme si elle avait un filtre où elle voit que la lumière bleue, puis elle va dire « Bah oui, bah tout est bleu en fait. » Bah non, c'est plus compliqué que ça. Donc l'objectif d'un thérapeute, c'est aussi, pour se réconcilier avec soi-même, écouter la souffrance, montrer à la personne quand même qu'elle voit le monde avec des filtres, des œillères, c'est-à-dire qu'elle rejoue névrotiquement dans une transe des trucs qu'elle a elle-même pas vus, et quand des fois le jeton tombe, bah là du coup, elle obtient la liberté de faire autrement. Pour moi, c'est un peu ça l'enjeu de la thérapie, c'est non seulement le thérapeute, il est une opportunité de changement, donc il n'est pas là pour être aimé par vous, mais il est là pour vous permettre de vous aimer, vous, puisqu'en plus le thérapeute, il va se prendre tous vos transferts, hein, c'est-à-dire qu'il va en prendre plein la tronche à un moment, et c'est ok pour lui normalement, s'il a bien fait son taf, mais en plus, en retombant en amour pour vous, eh ben, c'est cadeau, parce que derrière, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'estime de vous. Donc du coup, que vous dire d'autre ? Puisque vous ne me posez pas beaucoup de questions, sachant quand même que je parle beaucoup, effectivement. Alors si, petite question, pour être heureux, faut-il absolument se réconcilier avec soi-même ? C'est mieux. Parce que si vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même, ça veut dire déjà que vous êtes en conflit. Et donc quand on commence à avoir un conflit intrapsychique et qu'il y a deux parties de nous qui s'affrontent, eh bien généralement, dans ce conflit, on va avoir des problèmes. Soit ça va générer des souffrances émotionnelles, on va être triste, on va être en colère, on va avoir la haine, on va avoir la rage, on va être terrorisé, on va même parfois vivre des phobies ou des tocs. Soit à un moment, parce que le conflit ou que la puissance psychique du conflit va être tellement forte qu'elle va déborder, et elle va retomber du coup dans le soma. Et là, du coup, eh bien, ça va être problématique, maladie physique, physiologique, avec tout ce que ça peut entraîner. Parfois, je sais pas, imaginez, vous vous retrouvez avec une problématique qui vous cloue un peu au lit ou qui vous empêche d'aller au boulot, et puis au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec l'assurance maladie, et puis d'un coup, vous perdez de l'argent, et puis d'un coup, on vous licencie, puis d'un coup, vous êtes sans boulot, et puis d'un coup, parce que vous n'avez pas été voir qu'est-ce que le problème physiologique vient dire, ou à quel niveau émotionnel il est relié, à quel conflit intrapsychique il correspond, vous vous retrouvez à la rue avec la dimension c'est pas juste, je comprends pas, si j'avais pas eu genou, monde de merde, qu'est-ce que j'ai fait pour, et je suis puni. Et donc du coup, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment, la vie ne nous veut que du bien, je répète, et donc on n'est pas puni. La vie vient nous proposer des choses, comme des propositions d'évolution, la proposition de grandir, et ça ne se fait pas que à la manière, j'appelle ça du maître blanc. Parfois on vit des trucs super, on est joyeux, on est content, la vie se met bien en place, il y a une espèce de truc super harmonieux, super équilibré, génial. Mais parfois c'est le maître noir qui vient nous enseigner. Il vient nous mettre quelqu'un qui va venir, ou un événement qui va venir tout casser, ou une problématique de corps qui vient nous mettre à l'envers. Et pourquoi pas pour nous punir, mais bien pour qu'on puisse en faire quelque chose. Et on ne peut entrer dans cette maîtrise ou dans cette compréhension-là que en mettant le nez dedans. Donc, on peut ne pas se réconcilier avec soi-même, c'est ce que tout le monde fait, je vous rassure. C'est beaucoup plus facile de ne pas se réconcilier avec soi-même et de se faire la gueule à soi-même, et de ne pas s'aimer, en demandant aux autres de nous aimer, de répondre à nos manques, de nous comprendre, de plein de choses, qu'à un moment d'aller faire le taf, de ne plus projeter, ou en tout cas, je crois pas qu'on puisse pas projeter, parce que les autres, ils servent à ça aussi, on est tous des miroirs de tout le monde, mais c'est un moment de se réapproprier ces projections, en se disant, waouh, qu'est-ce que je suis en train de jouer là ? Et tiens, j'ai l'impression que je l'ai déjà joué ailleurs, ou je l'ai peut-être même déjà joué avec ma compagne d'avant, ou mon compagnon d'avant, ou je l'ai déjà joué aussi même avec ma maîtresse, et puis je l'ai déjà joué aussi avec ma première petite copine à la maternelle. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'à un moment, je comprends que se réconcilier avec soi-même, c'est un travail, c'est un labeur, c'est pas simple, c'est pas une séance, c'est pas ça, mais c'est cadeau. Parce que derrière, on voit qu'il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de la réparation, il n'y a que de la prise de conscience et du sens, et du coup c'est un petit peu comme si on vous apprenait à regarder les pots de banane que vous êtes en train de vous lancer devant vous pour arrêter de vous casser la gueule. Donc du coup, moi je trouve que c'est pas mal, parce qu'en plus,
quand on se réconcilie pas avec soi-même et qu'on est en conflit, qu'on s'aime pas, on est obligé de se le faire payer. Hein. Et je peux vous dire qu'on est nos propres bourreaux, on est des super bons bourreaux, on est des super bons juges, et on se fait très très mal. Et ça c'est terrible, parce qu'à un moment, vu que la vie est plutôt, c'est plutôt un flux neutre, bah, si on lui projette dessus le fait de devoir se faire payer les choses, bah, elle va vous amener ça, il n'y a pas de problème. Si, je sais pas, il y a quelque chose s'il y a une croyance profonde qui vous dit que vous devez manger une petite tartine de merde tous les jours pour aller mieux, la vie va vous l'amener, elle est sympa, elle est généreuse. Bon, elle n'est pas en train de dire tiens ça c'est bien je vais lui donner, ça c'est mal je vais pas lui donner, tiens là je vais le punir un peu parce qu'il n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de lui ou je sais pas quoi, un Dieu unique extérieur, vous voyez, ou des multidieux extérieurs, mais elle va juste vous renvoyer ce dont vous avez besoin pour grandir. Donc coucou Séverine, Patrice, coucou tout le monde. Donc vous voyez, c'est plutôt une proposition. Et je vous le dis, comme le thérapeute, c'est la vie, le meilleur en tout cas, il est bien meilleur que nous, tout thérapeute confondu. Eh bien, que vous le fassiez en conscience en allant voir quelqu'un pour prendre des raccourcis, ou que vous attendiez que la vie le fasse, ben c'est ok. C'est pour ça que nous, on n'est pas un métier essentiel, hein. Mais vous allez gagner du temps. Et vous allez peut-être même vous faire moins mal. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'on était des curés modernes. Bah ouais, je pense que c'est un peu ça, je m'étais jamais vu en curé, mais pourquoi pas, hein. En même temps, vous voyez, je suis pas mal. Mais ouais, on est un endroit où on écoute, où on est force de proposition, ou force de mise en conscience de ce qui se joue et que vous voyez pas parce que c'est pas votre taf, parce que vous n'avez pas passé votre vie à lire des livres autour des arcanes de l'inconscient ou des enjeux oedipiens ou de papa, maman, l'enfant intérieur. Et donc à un moment, bah, c'est génial, parce que si vous pouvez même en 1 heure prendre 3-4 jetons et mettre en place du coup quelque chose en étant co-thérapeute, si par exemple le thérapeute vous dit bon bah faites une lettre sur papa parce que là vous êtes super en colère contre lui, vous vous rendez pas compte, et puis que du coup vous êtes en train de faire payer ça à votre mari et qui vous êtes même limite en phase de divorce parce que là vous avez pas passé le truc, alors qu'en fait le problème c'est pas votre mari mais c'est la transe névrotique de papa qui est pas gérée dans le complexe oedipien. Bon, même si ça paraît un petit peu compliqué dit comme ça, très simplement, bah, ça vient vous dire ok, je m'occupe de moi, je vais voir cette petite fille à l'intérieur de moi, cette partie de moi qui souffre et qui a besoin de dire des choses à papa, je me permets de l'écrire, de l'exprimer déjà, vous voyez, de l'extérioriser, je le lis devant le thérapeute, je vis des grandes émotions, ça va mieux, et d'un coup, quand je vois mon conjoint, bah, je fais le discernement, tiens, c'est pas papa en fait, c'est mon mec, et tiens, du coup, bah, peut-être que je vais pas le quitter en fait, parce que déjà je vais comprendre que c'est pas mon père, même quand il me le disait, je le croyais sans le croire. Et en plus, je vais pouvoir en faire quelque chose d'autre parce que d'un coup, on va pouvoir rentrer dans une relation d'adulte et non pas dans une relation où je fais la petite fille, il fait le papa, sans s'en rendre compte. Vous inquiétez pas, c'est bien fait parce que souvent, eh bien l'autre, il va faire le petit garçon avec maman. Donc d'où les grands conflits, t'es pas ma mère, ouais, mais toi t'es pas mon père. Bon, ben on a raison, parce que c'est pas nos parents. Notre conjoint, c'est pas notre parent. Par contre, ce qu'on va rejouer avec lui, c'est souvent oedipien. Enfin, c'est pas souvent, c'est oedipien. Donc du coup, voilà, l'objectif pour moi dans une thérapie, c'est de pouvoir se relier à ses ressources, de pouvoir s'aimer, de pouvoir rentrer même en lien avec cette dimension, dans un premier temps, bah, du petit garçon, de la petite fille, c'est cette part de souffrance, mais plus tard, d'aller aussi reconnecter les dimensions beaucoup plus profondes ou beaucoup plus hautes, du moi profond ou ou de la supraconscience ou peu importe le mot, ou de l'âme ou de la vie avec un grand V, et de ne plus avoir l'impression de la subir, mais bien d'avoir le sentiment d'être traversé par ce courant de vie pour un moment en faire quelque chose. L'objectif de se réconcilier avec soi-même, c'est d'arrêter de vouloir se barrer ou dans les addictions, pétard, clope, héroïne, cocaïne et tous les copains, ou de se barrer dans une bulle au cœur de la forêt parce que les autres pingouins, des hommes et des femmes ne me comprennent pas, ou de vouloir se barrer dans quelque chose d'hyper autistique et de s'isoler, de s'emmurer et de s'enfermer soi-même, voire de vouloir simplement être en lien avec les esprits, avec la source, avec... ok, parce que je rappelle que quand on s'incarne, c'est pour vivre une vie sur Terre.
dans son corps. Et donc si j'en prends pas soin et que je veux être pur esprit, il y a de grandes chances que la vie me ramène dans mon corps. Alors d'une part, elle risque de me ramener avec des événements extérieurs qui vont venir me choquer un peu, me ramener dans le réel, ou alors elle va venir par la souffrance, avec justement des maladies, des choses qui vont m'obliger à être dedans et à dire « Ouh là là, j'ai mal ». Le corps, dans les dimensions spirituelles, le corps est un temple, on en prend soin, et ça c'est génial, et quand on n'y arrive pas, ça veut dire souvent que, il y a tellement de souffrance à l'intérieur de moi, que je me coupe de mon corps, que je me coupe dans ma tête, que je me coupe de mes émotions, et je vais trouver tous les moyens pour le faire. Hein. Et du coup, c'est terrible, parce que, quand on se coupe de soi, ou quand on se coupe de ses émotions, ou quand on se coupe, ou qu'on se met à boire, à fumer, ou je sais pas quoi, il y a des chances que la vie devienne un peu une lutte, ou de plus en plus compliquée. Bon, voilà, en gros pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, parce que je mouline, j'ai pas spécialement envie de me répéter 1000 fois, et en même temps, peut-être que dans ce que j'ai énoncé très rapidement, peut-être très rapidement et très intensément, vous avez des questions. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, il n'y a que des questions. Et donc, parfois, vous voyez, comme se réconcilier avec soi-même, est-ce que c'est déjà s'aimer soi-même ? Effectivement, oui. Se réconcilier avec soi-même, arrêter d'être dans une tension intérieure, arrêter de vouloir, comme je le disais en début, être que responsable. Je veux dire, c'est complètement con. On n'est pas venu pour être que responsable. Bon, ça peut être génial d'être irresponsable, surtout en vacances. Pas de responsabilité. Je ne prends pas de responsabilité. Je profite. Je me repose. Il y a un temps pour travailler, puis il y a un temps pour s'amuser. Si je ne veux incarner que le temps pour travailler ou que le temps pour être responsable, je vais me faire un burn-out. Parce qu'à un moment, soit je vais porter la maison, porter mon travail, porter les responsabilités, les obligations, les contraintes de tout le monde, et les miennes, pour être aimé, sûrement, pour être reconnu et aimé. Soit à un moment, dès que quelqu'un va me montrer un manquement en disant « Ouais, du coup, t'as vu, t'es en retard » ou « Ouais, du coup, t'as oublié le rendez-vous de machin », je vais le vivre comme une honte et un jugement incroyable. Alors qu'en fait, vous voyez bien que le problème, c'est pas la valeur ou l'anti-valeur, c'est vraiment la manière dont on va juger ça. Et comment on va se faire du mal si on rentre pas dans la case qu'on s'est soi-même donnée. On est nos propres bourreaux, hein. On a été enseigné, j'ai envie de dire, ou on a été formaté dans l'enfance avec nos parents, notre clan, notre école, etc., notre religion, voilà, tout le contexte socio-culturel qu'on peut avoir. Et puis une fois qu'on quitte la maison, on va avoir tout ça à l'intérieur de nous et ça marche tout seul. Il n'y a plus besoin d'un parent pour se rabaisser, pour se faire du mal, pour se juger irresponsable, pour se trouver nul, pas à la hauteur, pas capable. Et si on n'a pas eu des parents qui étaient dans cette exigence-là, effectivement, on va pas avoir ça à l'intérieur de soi. Mais on aura sûrement un autre problème. Il y a souvent les grandes problématiques qu'on peut rencontrer dans l'accompagnement thérapeutique, c'est des problématiques de place, c'est des problématiques de valeur, ou c'est des problématiques de lien. Hein, c'est j'ai pas ma place, ou j'en profite pas, ou je peux pas me sentir reconnu, ou j'ai pas de valeur, je me sens pas reconnu pour ma valeur, j'arrive pas à jouir de ma valeur, ou je fais pas de lien, j'arrive pas à rencontrer des gens, je suis asocial, ou je me sens vilain petit canard, différent, pas compris. On a tous ces grands enjeux à l'intérieur de nous, mais on va pas les exprimer dans la même intensité chacun, parce que l'enjeu parfois n'est pas le même. Et le COEX, qu'on appelle le COEX, le Condensed Experience, c'est-à-dire l'agglomérat d'expériences en lien avec une problématique ne va pas être le même pour chacun. Ou si je peux le dire autrement, on a tous à peu près les mêmes dossiers, mais ils ne font pas la même taille. Il y a des gens qui ont des gros dossiers comme ça d'abandon, il y en a un petit peu plus haut, puis il y a des gens qui ont des tout petits dossiers d'abandon. Du coup, pour eux, ça ne va pas être un enjeu. Par contre, il y en a d'autres, quand ils ont des dossiers comme ça, le conjoint, il a 10 minutes de retard, il se fait défoncer en rentrant à la maison. Oui, t'étais où? Encore parti boire un verre avec la nouvelle secrétaire? Bref, je sais pas ce qui... Mais vous voyez, il va falloir remettre le dossier en jeu, remettre le dossier en œuvre. Et du coup, si on cherche pas un moment à aller comprendre ce qui s'est joué plus tôt autour de la problématique d'abandon, par exemple, non seulement vous n'allez pas vous réconcilier avec vous-même,
mais en plus vous allez vous juger, vous allez continuer à vous faire du mal, vous allez faire du mal à l'autre aussi, parce que l'autre, s'il avait 10 minutes de retard parce qu'il finissait un dossier et qu'il entend sa femme qui pense qu'il est en train de boire un coup avec la secrétaire, il y a une grande chance que ça crée pas une super bonne ambiance le soir au repas. Et donc du coup, ça va créer des tensions, avec parfois même l'idée de dire, bon bah écoute, si tu penses tellement que je te trompe, autant que je te trompe, au moins t'auras raison. Donc, et là du coup, bah, l'autre va vivre ça en disant, ah bah voilà, je savais bien, on peut pas compter sur eux, tu m'as trompé, nanana, je te quitte. Bon. Voir certaines personnes, quand ils ont des gros dossiers d'abandon, préfèrent abandonner l'autre quand ils sentent que ça commence à puer. Est-ce qu'ils préfèrent garder le pouvoir en abandonnant l'autre que de se faire de nouveau abandonner et revivre une mémoire d'abandon qu'ils ont subi petit? Et vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre, il y a une mémoire d'abandon qui va se rejouer. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière pour en sortir. On peut fumer pour son plaisir. Moi, je ne le vois pas forcément en non-respect de mon corps. Alors, Cathy, eh bien, écoute, que te dire? Alors, je dis et je répète, valeur anti-valeur, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de jugement. Tu peux très bien fumer une cigarette en conscience et prendre beaucoup de plaisir, tu peux très bien fumer avec beaucoup de plaisir pendant 20 ans, mais tu peux pas être dans l'idée que tu es dans le non-respect de ton corps. Parce que quand tu te mets de l'arsenic, du goudron et tous les copains qui vont avec, et qui sont bien boostés par les entreprises qui font tout pour que tu sois accro le plus vite possible, eh bien tu peux pas dire que tu respectes ton corps, parce que tu vas lui faire du mal, tout simplement. Tu vas lui foutre de la merde. Point. Et après, c'est de pouvoir prendre le recul entre les faits, et là, n'importe quel test clinique te montrera que ça lui fait pas du bien. D'ailleurs, si on met des capteurs ou des trucs, tu vas voir, le cœur s'accélère, les poumons, les bronchioles, les niveaux de goudron, les niveaux de... Le corps va du coup travailler, là encore, par amour pour toi ou par survie, pour nettoyer le plus possible, mais t'es pas dans le respect du corps. Après, tu peux, en tant que chef des armées de ton corps physique, émotionnel, mental, énergétique et tout ce que tu veux, dire, ok, je fume en conscience, je connais les enjeux, mais je fume. Parce que ça me fait plaisir, parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai choisi, parce que ça fait émerger le grand chaman à l'intérieur de moi, ou que ça me permet, en fumant un pétard, de me vider la tête et d'aller mieux, ou... Tu vois, c'est ok, parce que en plus, le fait, par exemple, de fumer un pétard ou de boire de l'alcool, c'est une manière, par le subconscient, de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre entre les différents corps. Donc parfois, eh bien, tu vois, par exemple, quand tu as des mémoires trop violentes à l'intérieur de toi, eh bien, fumer un pétard, ça anesthésie. Pendant 7 jours, d'ailleurs, ça bloque les mémoires émotionnelles pendant 7 jours. Donc ça peut être super, quand t'es pas prêt à t'en occuper, pour pas être submergé, de fumer ton petit pétard et te dire, ok, ça va mieux. Et de rigoler, et de passer un bon moment, et c'est ok, hein. Mais tu peux pas dire que t'es dans le respect de ton corps. Tu vois, et on a le droit de pas être dans le respect de son corps. Je veux dire, là, tu vois, je reparle de la normose. Faut arrêter de rentrer dans l'hygiénisme. Tu vois, bien évidemment, c'est mieux de pas fumer un paquet de clopes par jour. On le sait tous. Mais d'aller culpabiliser quelqu'un pour lui dire, ouais, tu te rends compte, tu fumes, c'est pas bien, puis en plus, oh là là, tu fumes chez toi, puis en plus, oh là là, t'as un enfant, oh là là, t'es enceinte et tu fumes. Enfin, tout ce qu'on peut entendre, c'est pas faux. Mais c'est bon, les gens, ils sont grands, ils sont pas cons, et c'est pas parce qu'on va leur dire que c'est pas bien qu'ils vont arrêter. En plus, plus tu culpabilises quelqu'un, plus tu renforces son système. Si cette personne, elle fume, par exemple, eh bien, ça génère un équilibre pour elle. Avec son histoire, avec des moments émotionnels, ça maintient un équilibre. Donc c'est super. Maintenant, ce qui est encore plus super, c'est qu'elle décide de dire, tiens, pourquoi est-ce que je fume ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce que je dois aller voir ? Pour un moment, en conscience, dire, ok, j'arrête. Parce que quand tu te retrouves, je sais pas, moi j'ai fumé pendant de 15 à 36, 37 ans. Bah, si tu veux, quand le soir je me retrouvais à respirer un peu comme un asthmatique dans mon lit, je me disais pas, waouh, je suis dans le respect de mon corps. Par contre, ouais, j'avais du plaisir à fumer ma clope. Mais j'avais un plaisir, là on est dans la manipulation de l'inconscient. Hein. Il dit, ouais, c'est super, c'est du plaisir. Mais c'est pas vrai, puisque t'es juste en train de te défoncer, t'es en train de le flinguer ton corps. Par contre, peut-être que c'est super parce que tu étouffes plein d'émotionnels, notamment la colère, peut-être parce que symboliquement tu crées un nuage de fumée autour de toi pour te protéger, peut-être que tu honores une mémoire de toxicité en toi.
Et tu dis aux gens, éloignez-vous, peut-être que, tu vois, peu importe. Ou peut-être que tu fumes comme je l'ai vu chez certains, parce que j'ai envie d'être comme mon père, j'ai envie d'être aimé comme lui, et lui, il fume, il est fort, il est beau, et quand je fume, bah, je suis comme papa. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec le respect du corps, ça a à voir avec l'histoire que tu te racontes pour te dire que c'est génial. Ok. Mais, bon, j'y crois pas réellement, tu vois. Je crois qu'il faut pas être dupe de soi-même, il faut pas se leurrer, il faut pas se flouer, il faut pas se mentir. Par contre, tu peux être ok en disant ok, je fume et c'est bon pour moi. Voilà. Et c'est tout. Alors, et le vin? Ah non, le vin c'est pas pareil. Non, le vin c'est super. Le vin c'est pareil, je sais pas, il peut y avoir tout le côté hédoniste de dire oh là là, j'ai acheté une bonne bouteille, on la déguste ensemble, on la boit, on prend le temps, c'est vendredi soir, où il fait beau, on est en terrasse, je bois un verre de rosé, c'est super, c'est machin. Ok. Le problème c'est quand à un moment tu peux pas t'en passer, ou quand à un moment ça devient une espèce de récompense, comme tu pouvais avoir un bonbon quand t'étais petit, et qu'il te faut ta dose tous les soirs, ou qu'il te faut une dose de plus en plus grande. Ou que d'un coup, si t'en as pas, ça va pas. Ou que tu commences à plus rien respecter, que tu commences à en boire un peu le matin, l'après-midi. C'est tout. Ou quand tu bois une bouteille et que tu bouges plus. Et même si c'est le cas, eh bien, c'est pareil, ça vient donner une information. Souvent, les problématiques d'alcool sont liées avec l'absence du père. Exemple, on peut, bien sûr, on va pas le réduire à ça, mais il faudrait aller voir. Le fait de devoir mettre un liquide et de boire pour oublier ou comme un trou ou machin, tu vois, ça vient dire que là, il y a un vrai gros problème de mémoire qu'on va chercher à étouffer ou qu'on va chercher à apaiser. Ou pour certains, quand ils boivent, eh ben, ils se sentent plus vivants, donc il y a une problématique de ne pas se sentir vivant. Ou pour certains, ça leur donne de la confiance, donc il y a une problématique de manque de confiance. Ou pour certains, ça leur permet de plus être dans leur corps parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Ou pour certains, de faire la teuf parce qu'il y a une fuite en avant, qui veulent s'enivrer de vie ou être dans une espèce de, comment on appelle ça, de gloutonnerie de la vie. Il faut bouffer à fond, il faut être dans l'excès parce que j'ai un attachement à vivre dans l'excès, parce que moi je suis fort, parce que tout ce qui est excessif, c'est bon pour moi. Tu vois, et là on est encore dans l'idée de c'est pas bien ou pas bien, c'est pourquoi je le fais, quels sont les bénéfices primaires et secondaires, c'est-à-dire peut-être que je me sens vivant et au niveau secondaire, eh bien, que je me fais payer ou que j'honore une mémoire de toxicité, ou une lignée où dans ma lignée, eh bien, les hommes ou les femmes boivent. Ou alors au contraire, des fois une déloyauté en disant ouais, les femmes n'ont jamais eu le droit de boire dans ma lignée, bah moi je suis une femme, bah je vais picoler. Et tu vois, t'es prisonnière de ton schéma, en fait, en pensant que t'es libre. C'est surtout ça qui est terrible. C'est que mettre de la conscience, c'est aussi être libre. Ne pas être vraiment libre et pas être dans une liberté manipulée, quoi. Parce que y a pas pire que quand on se sent libre et qu'on joue une transnévrotique, en fait. En fait, c'est une histoire de conscience de soi. Ouais, bien sûr. Conscience de soi, conscience de l'acte qu'on pose. Si je bois un verre de vin en conscience, c'est super. Si je bois une bouteille par jour en disant que je le bois en conscience, faut aller voir s'il n'y a pas un moment où je me floue, ou s'il n'y a pas un petit déni quelque part. Et après, peu importe, il y a des super bonnes bouteilles, hein, je suis le premier à en boire et à aimer ça, il n'y a pas de problème. Oui, là, c'est vraiment une dimension alors d'auto-sabotage en partie, mais aussi de se faire payer. C'est vraiment une manière des fois de se faire du mal. C'est aussi parfois du suicide indirect. Du suicide autorisé, comme on le dit des fois. Je vais m'autoriser, je vais pas aller mettre une corde au cou, mais je vais fumer 2 paquets par jour en buvant 1 litre de whisky. Mais ça j'ai le droit, donc c'est ok, je suis pas en train de me suicider. Faut aller voir. Tu vois, c'est... Voilà, tout est une question de conscience, de pas se leurrer, de pas se faire leurrer par notre raison qui nous dit qu'on a raison. Parce que... je dis pas non plus à l'inverse que le thérapeute a toujours raison, hein. Je dis juste que le thérapeute il va permettre de sortir des grandes protections du moi. Voilà, toutes les protections du moi, c'est tout ce qu'on a mis en place, tout le système qu'on a mis en place de protection pour pas retoucher quelque chose qui nous fait du mal. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, il y a une mémoire, je sais pas, une mémoire d'abandon, et bien par exemple je vais être célibataire. Super, ça je me ferai pas abandonner. Et je vais même dire aux gens, mais c'est génial. Non mais vous devriez essayer, parce que moi tous les couples que je connais ils sont malheureux. Hein. Donc du coup, soyez seul, c'est carrément plus cool. Célibataire endurci. Bon, alors, dit comme ça, entre potes, dans un café, ça s'entend.
thérapeute qui entend ça, il se marre, normalement. Et il va dire, ah bon, alors on va aller voir. Puis quand il découvre que y a de la mémoire d'abandon partout, ou que l'enfant s'est senti abandonné, ou que le couple a divorcé dans des crises de ouf, et que l'enfant a été présent ou au milieu du champ de bataille, il va dire, ah ouais, ok, il va dire, ok, effectivement, peut-être mieux pas se retrouver en couple, ou encore moins faire des enfants, et encore moins, à un moment, se retrouver à subir ça, quoi, parce que c'est juste insupportable, ça me ramène dans une mémoire hypersensible, hyper protégée, donc je vais rationaliser ça en mode célibataire endurci, c'est super. L'autosabotage, c'est clair qu'on en fait plein. On passe notre temps à ça. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a des choses sur lesquelles on a posé des culpabilités, donc on se l'interdit. Je vois souvent ça dans les blessures. Les blessures fondamentales, c'est ce qu'on appelle des complexes, c'est nos névroses. Hein. C'est des choses qu'on n'a pas reçues, qu'on a vécues comme des manques, mais comme la loi de psychologie, c'est que l'enfant est toujours coupable, puisqu'il ne remet pas en cause le système dans lequel il grandit, eh bien, quand on vit un manque et qu'on en a souffert, on va se dire, enfant, que c'est de notre faute. Et si c'est ma faute et que je me juge coupable, eh ben, je vais me punir. Donc du coup, il va y avoir une espèce de double facette névrotique. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui, ça manque, il faut que j'arrive à récupérer ça de l'extérieur, et j'en veux. Et puis au moment où je pourrais l'obtenir, hop là, j'ai pas le droit. Oula. Je suis puni, j'ai pas le droit, je sabote. Et c'est ça qui crée la problématique, c'est qu'on est souvent dans ces deux pôles en même temps. Ça nous manque, mais on l'a pas mérité, on le mérite pas. Et donc du coup, on se le fait payer, ou on se le sabote. Et tout l'enjeu, c'est d'aller voir à quel moment, ou sur quel événement, on a estimé qu'on était coupable, ou que dans l'enfance, on s'est senti coupable. Pour sortir de ça, lever cette espèce de culpabilité naïve de l'enfance qu'on va élaborer petit, et à un moment s'autoriser du coup à prendre ça. Et c'est pas si simple que ça, parce que même quand la souffrance est déposée, même quand on y a mis du sens, eh bien le système va devoir se désidentifier de quelque chose pour commencer à faire autrement. C'est un petit peu comme si, je sais pas, voilà, vous avez eu l'habitude, prenons la cigarette, de fumer pendant 20 ans, et de fumer, je sais pas, surtout votre clope préférée du matin, ou du café, ou de je sais pas quoi, même si vous savez que c'est pas bon pour vous, même si vous savez que c'est relié à la mémoire du fait que votre père, il était fort, et que vous voulez lui ressembler, et que vous faites un travail pour vous, pour non plus lui ressembler, mais être qui vous êtes, et vous aimer en vous sentant aussi fort que vous-même, il est possible que cette petite cigarette du café ou du matin, elle vous manque quand même, parce qu'il va y avoir la nécessité, après, d'aller mettre en place un nouveau comportement, une nouvelle habitude. Et on va souvent le faire par amour pour soi, avec du coup cette bienveillance, avec le fait d'être dans de prendre le temps, de se donner le temps, parfois de chuter et glisser sans forcément derrière se faire super mal, pour qu'à un moment on puisse s'autoriser à continuer. Donc voilà, autour de ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? J'ai beaucoup parlé. Toujours pas de questions. Bon, peut-être que ça fait 1 heure, donc peut-être que ça peut être aussi ok pour vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette nécessité de l'accompagnement thérapeutique ? Eh bien, peut-être aussi de voir que... Non, ça me paraît ok. Hein. Je pense que si vous n'avez pas de questions, je ne vois pas spécialement quoi d'autre dire. En tout cas, si je devais peut-être synthétiser ou résumer un petit peu plus l'enjeu d'une réconciliation avec soi-même, eh bien, c'est quasiment un moment d'arrêter de subir, d'arrêter de croire que c'est l'extérieur qui nous punit, d'arrêter de vouloir se victimiser ou s'infantiliser, pour justement pouvoir aller écouter notre dimension de souffrance, être victime reliée aux événements de notre histoire, de pouvoir séparer la souffrance de l'événement pour pouvoir bénéficier non seulement de la ressource acquise ou apprise grâce à l'événement, et puis pouvoir en faire quelque chose et l'offrir à un niveau plus haut. Et puis c'est justement d'aller entrer dans la dimension de l'adulte responsable et autonome,
non pas qui va rentrer dans cette image qu'on pourrait avoir d'être sérieux, d'être de nouveau dans une normose, hein, dans l'image, je sais pas, du père de famille, chef d'entreprise, du blond, comme dirait Gad, du mec qui gère tout parfaitement et qui est trop super. Hein. C'est vraiment d'aller dans une espèce de forme d'humilité, de comprendre que la vie nous enseigne qu'on peut en faire quelque chose plutôt que de s'en plaindre, et qu'à partir de ce qu'on peut en faire, on va pouvoir offrir au monde une certaine excellence ou certaines qualités, certains regards. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'être thérapeutes. Je les comprends, hein. Ils n'ont pas envie de se taper des rendez-vous tous les jours, d'écouter la souffrance, de faire il y en a, ils ont envie de vendre des bagnoles, ou ils ont envie d'être sportif, ou d'être entraîneur, ou d'être médecin. Et c'est génial, parce que il faut qu'il y ait du monde partout. Après, la question, c'est comment est-ce que là où je suis, dans ma vie, dans mon histoire, dans l'histoire de mon clan, dans la famille que j'ai créée ou pas, dans ce que je suis, comment est-ce que j'optimise le potentiel de ma terre intérieure, mais aussi de l'ensemble des événements, puis l'ensemble aussi de mes dons, de mes talents, de mes qualités. Il y a des gens qui adorent dessiner, peindre, faire de l'impro, ou se balader dans les arcanes de l'inconscient, faire de l'hypnose, et qui adorent jouer sur les états modifiés de la conscience. Puis il y en a, ça les fait chier, quoi. Ils ont pas envie de ça. Ils ont envie de se marrer, ils ont envie de faire du dessin, ils ont envie d'aller faire de la piscine, et ils veulent être maître nageur. C'est pas un souci, en fait. Vous voyez, c'est justement l'inverse de la normose. C'est de se dire, waouh, il y a des appels, il y a des choses que je fais, que je vis, que j'en ai conscience ou non. Hein. Vous faites pas un métier pour rien. Hein. Allez, cherchez à savoir pourquoi vous faites tel métier. Vous n'êtes pas non plus avec tel homme ou telle femme pour rien. Vous n'avez pas tel enfant pour rien. Vous n'avez pas tel voisin pour rien, etc., etc. C'est mettre du sens, comprendre, mais raisonner avec la tête, mais raisonner aussi avec le cœur, et de pouvoir à un moment se dire, ok, avec tout ça, avec qui je suis, parce que je m'aime, mais pas je m'aime comme ça, me faire l'amour moi-même, hein. C'est parce que j'aime mon histoire, j'aime qui je suis, j'aime ce qu'il y a au fond de moi, j'aime ce que je peux offrir au monde, et bien, qu'est-ce que j'en fais, comment je le déploie à fond. Et je peux vous dire que quand vous commencez à vous poser ces questions-là, il va y avoir tout un champ de synchronicité qui va se mettre en place aussi, d'une part pour vous accompagner à aller vers, mais aussi pour vous mettre les barrières et les épreuves, pour dire, ah, bah, tu vois, il y a ça encore à régler, tiens, ah, tu vois, il y a ça qui bloque, tiens, là, tac, 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 tac. Et du coup, non pas de vous dire, oh, bah, du coup, la vie veut pas de moi, et comme il n'y a pas un grand tapis rouge devant moi, c'est que c'est pas pour moi, tant pis, je vais continuer à faire mon boulot de merde avec ma femme que je déteste, et mon gamin qui se drogue, et bon. Ok, c'est sortir de ça, puis se dire, ok, je reprends en main, je lève les manches, puis on y va. Et puis petit à petit, si je pose un cap, ben, ça va se faire. Objectif thérapeutique, objectif professionnel, objectif familial, objectif de vie. Et ça, bah, effectivement, moi je suis persuadé qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se débrouiller, on a la vie comme aide autour de ça, mais à un moment, prendre une heure des fois avec un thérapeute, c'est gagner un mois. Et du coup, ben, effectivement, ça se réfléchit. C'est ce qu'on vient chercher souvent chez les coachs. Hein. Le coach, c'est celui qui a compris que on l'assimilait pas à un thérapeute, mais qui vient faire de la thérapie. C'est sympa. C'est plus à la mode. T'as un thérapeute, toi ? Non, moi je suis pas malade, j'ai un coach. Ah oui, d'accord. C'est cool. Mais voilà, que vous allez chercher un coach, que vous allez chercher un thérapeute, que vous allez chercher un psy, que vous allez chercher un médoc, ou un antidep ou un anxio, bon, pourquoi pas, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. L'antidep et l'anxio, ils vont vous permettre peut-être de tenir le coup et de sortir la tête de l'eau, parce qu'il y a peut-être énormément d'émotions qui vous submergent et que le limbique, il est un peu saturé et qu'il a besoin d'aller nettoyer un petit peu la cocotte qui est remplie d'émotions. Mais si vous vous mettez dans cette ornière-là sans y bouger, ça va être compliqué. Alors qu'à un moment, c'est dit, bon, ok, si je suis hyper émotionnel et que j'en peux plus et qu'il y a un truc qu'il faut que j'aille vider, ben je le vide et puis du coup, ça va mieux. Donc voilà, par exemple, pour ça. Et du coup, une fois que vous avez mis du sens sur la dimension socio-culturelle, que vous avez commencé à refaire des choix pour vous dans une dimension d'individualisation, c'est-à-dire de retour vers soi pour dire qu'est-ce que moi je veux vraiment pour moi et pas pour les autres, et que ça, vous commencez aussi à l'accomplir, eh bien il y aura toujours un moment, quelque chose de plus grand qui va venir vous rattraper en vous disant ok, j'ai réalisé plein de choses que j'aime, mais il me manque encore quelque chose. Et là, on rentre dans cette dimension transpersonnelle où généralement la structure égotique, c'est-à-dire vous, dans toutes ses facettes, va à un moment se mettre au service de ce qui est plus grand. Et ça peut être très simple, hein, mais se mettre au service d'un collectif, des autres,
C'est le médecin qui part faire un mois d'humanitaire gratos pour aller accompagner les migrants ou je sais pas quoi, et pour que justement ça mette du sens et qu'il ait l'impression qu'il a mis toute son excellence et ses compétences au service de ceux qui en ont besoin. Et bien ça, c'est une dimension transpersonnelle. Et quand vous en êtes là, vous pouvez plus voir la vie comme dans une vision socioculturelle où vous êtes victime. Et ça, c'est tout un enjeu. Et effectivement, ça prend du temps, ça prend une vie, parce qu'il n'y a pas de fin et que la version la plus grande de soi, on ne sait pas laquelle c'est et jusqu'où on peut aller. Qu'en plus, que la vie, c'est pas un dû, mais c'est une grâce, et donc on ne sait pas quand ça s'arrête. Personne ne sait quel est le dernier livre qui va pas finir, par exemple. Et que donc à un moment, il faut aller aussi vivre intensément sa vie, parce que c'est une grâce, et que quand c'est fini, c'est fini. Et quand c'est fini, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière, et donc c'est maintenant. Voilà. En tout cas, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, puisqu'il n'y a pas de nouvelles questions. Alors si, ok, merci. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir de t'accompagner, Muriel. C'était très agréable. J'ai compris aussi plein de choses grâce à toi, puisque tu m'as permis de mettre en lumière un beau reflet à plein de niveaux. Et donc, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu. Je pense que je vais reproposer de temps à autre des petits Facebook Live avec d'autres thématiques, soit sur des choses un peu plus précises ou des outils ou d'autres choses. Peut-être que je vais aussi prendre le temps de faire un petit Facebook direct pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent suivre ou qui hésitent à suivre la formation que je mets en place, Compétences Plus, pour donc les thérapeutes ou acteurs de la santé qui souhaitent comprendre un petit peu de tout ce dont j'ai parlé, mais dans le détail, avec tous les enjeux. N'hésitez pas du coup à aller voir sur mon site www.yann-du6cano.fr l'ensemble des activités que je propose, mais aussi du coup cette formation. Il y a un petit PDF avec l'ensemble des modules et donc ce que je vais développer au niveau du déroulé. Donc avec grand plaisir de vous accompagner aussi en tant que formateur, mais aussi en tant qu'accompagnant individuel en cabinet ou par Skype si vous êtes un peu loin, et aussi en atelier journée collective avec différents outils que j'utilise régulièrement et que je maîtrise. J'ai aussi écrit un livre ou un roman sur la spirale dynamique. Si vous souhaitez comprendre les étapes psychoaffectives de la conception à l'âge adulte, ce livre en parle. Il a été écrit comme un roman vulgarisé pour qu'il soit accessible à tous, donc ça c'est possible aussi. Il y a des petits rêves éveillés en ligne, alors payants du coup, que je peux vous envoyer en commande, mais il y a aussi ma chaîne YouTube Yann Cano, où là il y a quelques rêves éveillés gratuits, une petite conférence que j'avais été faire à Paris sur la spirale dynamique qui vous permet d'avoir la synthèse en 30 minutes des enjeux psychoaffectifs et donc la psychogénèse de l'être humain. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Et puis voilà, merci à vous de me dire merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je proposerai aussi, je pense, peut-être un atelier un petit peu plus barré, entre guillemets, de centrage pour vous permettre à apprendre à vous centrer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, avec pourquoi pas un petit rêve éveillé ou une petite méditation de reliance pour que chacun dans son coin on puisse poser une intention ou poser une conscience collective de lien, pour faire en sorte que les choses bougent, et qu'elles bougent plutôt de manière à s'élever, à rentrer dans cette grande responsabilité, autonomie, pareil, plutôt que de rentrer dans une grande victimisation, que le monde c'est pas juste et que c'est de la merde, et que vivement l'effondrement chaotique du monde à la Fight Club, puisqu'il y a aussi moyen à un moment de pouvoir vivre ces crises de passage ou ces crises sociétales, je pense, d'une manière un peu plus harmonieuse. Je pense qu'on nous montre beaucoup l'ancien monde entre guillemets qui s'effondre sans montrer tout ce qui peut émerger. J'avais entendu un homme qui travaillait pour l'État il y a quelque temps, je me rappelle plus de son nom, c'était un Italien qui avait écrit le livre blanc pour le président, et qui expliquait que 70% des métiers de demain n'existent pas encore, et donc ça veut dire qu'il y a tout à faire, et qu'il y a plein de manières de prendre sa place, sociale, familiale, d'une nouvelle manière. Vous voyez, nouvelle pédagogie pour l'école, nouvelle manière de fonctionner dans son couple, sortir de l'Oedipe dans le couple, c'est juste un cadeau. Mais aussi d'aller mettre du sens pour soi, d'arrêter de vouloir être dans une norme et de devenir unique et merveilleux, puisque on l'est, on est tous différents, et ça c'est un moment, faut que ça rentre, quoi. Faut arrêter de vouloir les mêmes choses que tout le monde, parce que c'est relou, parce que ça sert à rien. Je suis désolé, j'ai 40 ans, j'ai dit relou, c'est un peu nul. Bon, c'est pas grave.
Et puis voilà, d'aller vers la plus belle version de soi. Et donc je reproposerai, je crois que je vais appeler ça les piliers de la Terre, un truc un peu barré, ça me plaît bien, ce nom-là, il revient souvent. Et du coup, ça sera un vrai temps de reliance parce que pour avoir travaillé aussi dans la dimension énergétique un long moment, eh bien, je sais pertinemment que là où la conscience est, l'énergie est. Alors, s'il vous plaît, quand vous pensez, eh bien, essayez de mettre votre conscience à l'endroit où c'est le plus vertueux, ou en tout cas qui va répondre à un appel profond intérieur et pas à celui qui va vous faire bouffer votre tartine de merde tous les jours. Ça serait sympa. Parce qu'on n'aide pas le monde quand on se victimise. Et on n'aide pas le monde quand on reste dans son ornière. Et je pense que là, on est à un moment donné sociétal, mondial, où il va falloir se tirer les doigts vraiment, non pas, je pense, en reprenant les armes, parce que sinon, je pense que l'État va nous amener aussi de l'armée, mais en se détournant de ce qui a pu lieu d'être et de ce qui est pas qui va pas faire évoluer la planète pour nos gamins, mais bien je sais pas, de faire du boycott, de faire de la consommation conscience, de prendre le temps d'aller régler justement, pour répondre tout à l'heure à la question de Marilyn, de se réconcilier avec soi-même, parce que quand on est en guerre à l'intérieur de soi, on est forcément en guerre dans le monde, et que parfois on peut projeter sur l'État qui représente le père, ou sur la politique, ou sur les flics, énormément de choses qu'on n'a pas réglées avec son père, et que du coup c'est dommage, parce que je crois pas que se mettre des coups dans la tronche, ça fait avancer vraiment demain. Et c'est pas un bon exemple pour nos enfants en plus, qui font que demain ils auront eux aussi envie de faire la même chose. Bref, je vais pas basculer en mode politique, sociologie, conseil à 10 balles, mais retomber en amour de soi, c'est aussi mettre son énergie au service de l'amour, non pas de bisounours, mais d'un amour évolutionnaire, que le monde de demain peut être plus sympa que celui d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, je pense que je vais mettre cette vidéo en replay, même si je ne sais pas comment ça marche, à partir du moment où je vais appuyer sur arrêter la vidéo en direct. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la diffuser, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à revenir faire un petit Facebook Live si vous en avez envie, si vous avez le temps et si c'est ok pour vous. Et puis en attendant, prenez soin de vous et surtout, soyez vous-même. Allez, à bientôt, ciao!